Là, on a une petite équation, un triptyque au niveau d'une équation qui est présentée comme un postulat et qui n'est pas forcément beaucoup débattu dans les médias. Et finalement, ce que nous donnent à voir les médias, pas toujours, hein, mais bien souvent quand même, pour réfléchir sur ces questions, eh bien, nous donnent à voir des cités HLM qui sont un peu exotiques. Et on va dans ces cités HLM comme si on allait observer finalement un terrain en Côte d'Ivoire, le QG, la d'Alassane Ouattara aujourd'hui par exemple. C'est à peu près la même chose, quoi, hein. On va dans ces cités HLM, on a l'impression que c'est des mondes extraordinaires. Et finalement, le mythe, c'est là. Le mythe opère de toutes ses forces et en même temps le mythe se renforce. Pourquoi? Parce qu'on est en train de dissocier complètement finalement ces cités HLM de la réalité, des processus socio-historiques, des inégalités sociales. Ça devient finalement des entités en soi. Et finalement on parle de quoi par exemple? On parle de quartier. Et le mot quartier, ce matin on l'a utilisé ici, mais moi-même, hein, je ne me mets pas du tout en dehors. Quand on parle de quartier, aujourd'hui ça fait sens pour nous, les jeunes des quartiers. Moi j'ai grandi dans un quartier qui était un petit lotissement, j'étais bien jeune du quartier. Mais maintenant, ça ne veut plus du tout dire la même chose. Un jeune des quartiers, c'est un jeune qui a du banlieue HLM. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, en dissociant, finalement, en extrayant de la réalité les quartiers HLM, finalement, on a aussi quoi? Eh bien, on a extrait de la réalité les jeunes des cités. Cette population qui est devenue finalement une population en soi, comme si c'était parfaitement homogène, comme si c'était une population qui avait une volonté, une seule volonté, comme si les jeunes des cités existaient véritablement. Moi, je dis souvent à mes étudiants, le jour où vous voyez les jeunes des cités dans le ciel ou quelque part devant vous, comme ça, vous m'appelez parce que ça m'intéresse. Hein, ça, c'est... Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, les jeunes des cités, c'est extrêmement complexe. Nous qui avons traîné nos guêtres pas mal sur les quartiers HLM, on les a jamais rencontrés et on traîne encore pas mal dans les quartiers HLM. Même pour travailler avec certains jeunes, les jeunes des cités, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, sauf que ça finit par faire sens aussi pour les jeunes eux-mêmes. Ça, j'y reviendrai à la fin. Et donc, on voit bien que finalement, les médias participent de quoi? D'un formidable processus de catégorisation. Il n'y a pas que les médias. Mais autant le dire maintenant, ce processus de catégorisation, il marche à plein. C'est-à-dire il a des incidences très très fortes. Il finit finalement par être synonyme d'une formidable logique de réduction identitaire. Ça veut dire quoi? Qu'on va réduire, par exemple, les jeunes des cités uniquement à une seule identité, celle de jeunes des cités. Allons un peu plus loin. Parfois, on va même réduire leur identité, leur être, que dis-je, uniquement, par exemple, à leur origine ethnique. Et là, on a des processus, effectivement, d'ethnicisation. Ici, je vais être un petit peu polémique, mais c'est factuel, hein, il n'y a pas du tout de jugement moral là-dedans. Mais quand notre président de la République, quand il était ministre de l'Intérieur, il n'était pas président de la République, a dit au lendemain des émeutes de novembre 2005 qu'il allait expulser les fauteurs de troubles, expulser la nation française, de la France, les fauteurs de troubles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont à l'origine, si tant est que cela prouvé, de certains actes délinquants, ne sont pas français. Et pourtant, ils sont nés en France. Mais ça veut dire qu'ils sont quoi? Des citoyens de seconde zone? C'est-à-dire qu'eux, on peut les expulser et pas les autres? Ça veut dire que finalement, dans leur être, il y aurait quelque chose de plus et qui vient cacher ou qui vient mettre de côté l'identité de citoyen, l'identité nationale. On peut comprendre ici que certains historiens se sont émus de ces propos, puisque quand on sait quand est-ce que la France a eu recours à ces mêmes procédés dans l'histoire, c'est pas très glorieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement ici on catégorise une population au point finalement de croire que dans leur être il y a quelque chose qui vient dominer, qui est une sorte de moteur identitaire et qui vient annihiler finalement toutes les autres identités. L'identité nationale, on la balaye, l'identité de citoyen, on la balaye, etc. Et finalement, c'est ça, cette logique de catégorisation. Et si on va encore un tout petit peu plus loin, cette logique de catégorisation consiste en quoi? Elle consiste finalement à déshumaniser. Ça veut dire quoi déshumaniser? Elle consiste à extraire non seulement de la société des processus socio-historiques, mais même de la commune humanité, ces jeunes. On finit par croire finalement qu'en eux-mêmes, ils ne sont pas complètement humains comme les autres. Preuve en est des rhétoriques politiques de droite comme de gauche. Alors là, on pourrait en brosser, mais ça va de la racaille à ces jeunes sauvageons, etc. Ça veut dire que finalement, on finit plus ou moins par croire, par rhétorique politicienne, par mauvaise foi, mais aussi parfois par conviction, quand vous entendez un certain député PS, maire d'Evry, sur ses propos, c'est pas triste non plus. Là, il est complètement dans le mythe, dans la catégorisation et dans l'ethnicisation, voire dans l'ontologisation de l'autre, c'est-à-dire qu'on finit par attribuer un être différent à l'autre, il faut un peu réfléchir à ce qu'on dit quand on tient de tels propos, et bien là, on finit effectivement par extraire de la commune humanité des jeunes des cités, qui serait une sorte de population homogène, c'est-à-dire qui finit par être une sorte d'entité mauvaise et menaçante en elle-même. Donc on sépare le bon grain de l'ivraie, etc. Et comme disait Dostoïevski, quand Dieu est mort, tout est permis, ben, quand l'humanité dans l'autre n'existe plus, tout est permis.
Si on suit encore à nouveau ce que nous disent les médias, et si on suit les propos de Patrick Champagne, finalement, c'est quoi le rôle des médias? Et c'est vrai, l'émission d'Élise Lucet, il y a 2 mois, était complètement là-dedans. Moi, j'ai eu l'occasion, Jean-Marc Sébé-Rediollet, c'est moi qui suis allé, de rencontrer les journalistes de cette émission, on a discuté ensemble. Les médias tombent dans le sensationnel, le spectaculaire. Et finalement, dans l'émission sur l'ultraviolence, on se rend compte de quoi? Qu'aujourd'hui, c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a des populations jeunes, le journaliste était fier de lui, parce qu'il avait réussi à faire sortir d'une cachette un fusil à pompe par un jeune. Et donc c'est ça le sensationnel. Et finalement, il montre uniquement, au moins 5 minutes dans un reportage, qu'en fait 30 c'est pas mal, ce jeune avec un fusil à pompe, et on finit par croire finalement qu'il y a des fusils à pompe partout dans la cité, etc. Par contre, il ne va pas voir ce qui se passe dans les familles, il ne va pas voir ce qui se passe juste à côté, alors qu'il y a des jeunes filles qui ont monté une association, alors qu'il y a des jeunes gars qui sont en train de jouer au foot, etc. Mais ça, c'est pas le propos. Donc ici, il y a un formidable effet de cadrage journalistique qui est d'autant plus délétère, me semble-t-il, ou du moins salutaire pour le mythe des cités-ghettos, qu'il rejoint ou qu'il se superpose à des rhétoriques politiciennes. Et finalement, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit dans une large mesure, les cadrages journalistiques ne sont pas inventés par les journalistes, les cadrages journalistiques suivent bien souvent des rhétoriques politiciennes, et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que les journalistes reprennent à leur compte cette fameuse équation cité HLM égale délinquance égale immigration. Et les journalistes sont complètement là-dedans. Les journalistes que j'ai rencontrés, quand on leur parle des questions institutionnelles, de la question identitaire, effectivement, comment on se construit dans une cité HLM. Est-ce qu'un foulard, par exemple, est un support de sens? Et si c'est un support de sens, pourquoi? C'en est une question culturelle, effectivement, la différence culturelle, question urbanistique, etc. Toutes ces questions passent à la trappe. On retient uniquement la question de la violence et la question de l'immigration. Toutes les autres dimensions de l'existence humaine n'apparaissent pas, ou simplement à la marge. Et ça, c'est, me semble-t-il, extrêmement dommageable, mais extrêmement salutaire pour la constitution du mythe en question. Alors, l'utilisation du mythe par le monde politique, donc là, j'en ai déjà parlé, je vais aller vite. Donc, il y a des logiques d'ethnicisation, hein, on réduit l'autre, effectivement, à une origine ethnique, on pourrait même dire des fois à un gène ethnique, avec d'immenses guillemets, mais bien évidemment, on est quasiment là-dedans chez certains acteurs politiques. Il y a aussi tous les débats autour du communautarisme. Alors ça, c'est extrêmement complexe, mais moi, je suis assez proche là-dessus. Nous sommes assez proches avec Jean-Marc de ce que nous dit Michel Vivorca, c'est-à-dire que nous pensons qu'effectivement, à partir du moment où les acteurs politiques sont sourds aux revendications identitaires culturelles et à des revendications identitaires qui ne s'inscrivent pas forcément dans la mémoire nationale, eh bien, à partir de là, les acteurs politiques ont une responsabilité folle dans la crispation identitaire, dans des crispations identitaires qui peuvent déboucher sur ce dont on a parlé, ce dont vous avez parlé ce matin, autour de la religion, etc. À partir du moment où des responsables politiques nient et ne reconnaissent pas des identités qui font sens pour l'autre et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour supporter leur vie qui n'est pas toujours supportable au demeurant, et bien alors il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, après, ils revendiquent très fortement ces supports identitaires. Nous-mêmes, on a un peu travaillé sur la diversité et la mixité, et on sait très bien, par exemple, qu'avant de voir dans un foulard ou un voile, moi je mets d'immenses guillemets là-dessus, parce que moi j'ai connu ma grand-mère avec un foulard, donc ça me fait un peu drôle, mais avant de voir là-dessus un support identitaire religieux, il faut un tout petit peu aller voir les gens, voir pourquoi ça fait sens et voir comment ça fait sens. Puisque c'est bien un support identitaire avant d'être, à mon avis, un support religieux déjà, c'est un support qu'on intègre dans sa vie, qui va faire sens pour de multiples raisons, et si ça fait sens, c'est que peut-être la personne n'a peut-être pas d'autres supports suffisamment positifs dans sa vie à se mettre sous la dent, et que finalement elle finit par se replier sur un symbole qui lui permet d'exister et de dire « je » en tant que femme. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas forcément se fondre dans un nous holiste qui empêche l'expression d'un je individuel. C'est aussi simplement pour dire « j'existe ». Je me rappellerai toute ma vie d'une étudiante qui avait un foulard dans un de mes cours, avec laquelle on a travaillé ensuite, Sarah, qui m'a dit « mais monsieur, par mon foulard, j'existe en tant que femme ». C'est le je, hein, le je de Georges Habermas, c'est-à-dire la personne, l'identité personnelle qui s'exprime très fortement.